Les étudiants sénégalais orientés par l'État vers les écoles privées expriment leur mécontentement. Ils dénoncent le non-paiement de leur scolarité par l'État. Affaire Mimi Mefo, vous suivrez la réaction du syndicat national des journalistes du Cameroun suite à l'acquittement de la journaliste dans cette édition. Puis aux États-Unis, Michelle Obama, l'ancienne première dame, fait la promotion de son livre intitulé Becoming. Il a été lancé ce mardi à Chicago. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement sénégalais semble avoir trouvé la bonne formule pour faire face au surpeuplement des universités publiques. Depuis 2012, l'État oriente une partie des bacheliers vers des écoles supérieures privées, prenant en charge leurs frais de scolarité. Seul bémol, depuis 3 années, l'État peine à honorer ses engagements financiers auprès de ces établissements privés. Conséquence, les élèves orientés dans ces écoles sont suspendus. Le point avec Tchèque Berté. Dans sa chambre, Souleymane prépare son thé, devenu son passe-temps. Depuis 2 semaines, il ne part plus à l'école. Son établissement a suspendu ses cours car l'État n'a pas payé ses frais de scolarité. Une situation difficile pour lui qui rêve de devenir biologiste. Aujourd'hui, il craint pour son avenir. Je ne dors pas. Je me sens menacé. Je me sens exclu du pays. Moi qui devrais faire une formation de 2 ans. Et alors, dans ces 2 ans-là, il y a eu 3 ruptures. En une année, il y a eu 3 ruptures. Et si ça continue, où je vais aller? Cela veut dire que c'est fini, c'est terminé. À l'Institut professionnel de l'entreprise, les salles sont vides car l'effectif de l'école est à 65% composé des élèves orientés par l'État. Et en leur absence, l'école se voit obligée de suspendre les cours. Une mesure drastique, mais nécessaire selon les directeurs de l'école. L'État lui doit presque une année de fonctionnement. On doit de l'argent donc aux enseignants, à nos personnels et aux banques surtout, qui nous avaient fait des avances sur ces factures-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile pour nous. Parce qu'ils sentent leur avenir menacé, les étudiants exclus se sont regroupés au sein d'un collectif. Ce matin, ils se réunissent pour discuter d'une stratégie de lutte à adopter. On n'exclut aucune forme de combat, donc on met tout en œuvre pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons. Mais jusque-là, on n'a pas obtenu gain de cause. Et nous nous posons la question à savoir, est-ce que nous sommes des Sénégalais à part entière? Est-ce que nous bénéficions pas les mêmes statuts que ceux qui sont là du public? La situation risque de perdurer. Contactés, les autorités ont expliqué que 8 milliards de francs CFA sont prévus pour éponger la dette auprès des établissements. Ces montants restent toutefois très loin des 16 milliards qui réclament les établissements privés. Au Cameroun, l'affaire Mimi Mefo continue de susciter des réactions. Nous vous invitons à suivre celle du syndicat national des journalistes du Cameroun suite à l'acquittement de la journaliste de la télévision privée Equinox. Nous sommes plutôt satisfaits de l'abandon des charges contre Mimi Mefo. On avait déjà exprimé une telle satisfaction lorsqu'elle avait été sortie de prison samedi. Nous sommes satisfaits parce que nous en avions fait la demande. Cette demande a été satisfaite par les autorités, par le tribunal. Nous sommes satisfaits parce que les journalistes ont fait preuve de mobilisation et de solidarité. Et cette solidarité-là doit toujours rester agissante pour montrer que notre mouvement syndical est un mouvement crédible, responsable, structuré et ordonné, discipliné. Vous avez vu avec quel type de discipline nos membres sont allés au tribunal, ont écouté avec beaucoup de respect, beaucoup d'égards la Cour, le tribunal militaire qui a abandonné les charges contre Mimi Mefo. Pas parce que le chef de l'État en a décidé ainsi. Mimi Mefo a été libérée par le tribunal militaire parce qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle. Et le président de la République ne pouvait pas savoir si elle a commis une faute professionnelle ou pas, étant donné qu'il n'est pas journaliste et qu'il n'a jamais exercé notre métier. Notre syndicat, nos membres, les journalistes ont clairement indiqué que leurs collègues n'avaient commis aucune faute et les autorités ont adhéré à cette thèse et à cette sortie qui était la bienvenue pour protéger les droits et les intérêts de notre camarade.
À Madagascar, les candidats provisoirement en tête de la course à la présidentielle de la semaine dernière y mettent des doutes sur les résultats partiels. Les chiffres, rappelons-le, ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Les détails. En tête de la course, selon des résultats partiels du scrutin du 7 novembre dernier, le candidat à la présidentielle malgache Andry Rajoelina est le troisième candidat à se plaindre du travail de la CENI. Il a en effet dénoncé le manque de transparence de la commission électorale qui compile les résultats et qui a déjà été vivement critiqué par les deux autres candidats. Le vice-président de la CENI s'est étonné des remarques du camp Rajoelina. Vendredi dernier, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle. Un paragraphe indique que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans, citant expressément le président sortant Eri, mais aussi Andry Rajoelina, ainsi que les montants proposés. Mais ce mardi soir, le candidat Rajoelina a demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne la publication d'un démenti. Selon les derniers résultats partiels publiés par la CENI mercredi, Andry Rajoelina est en tête avec 39,46% des votes, devant Marc Ravalomanan, 36,76% et Eri, 7,49%. Ces résultats portent sur 68,71% des bureaux de vote dépouillés. Le code électoral malgache imposant aux candidats un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour. Le second tour est donc prévu le 19 décembre prochain. En Afrique du Sud, le ministre de l'Intérieur Malusi Gigaba, accusé d'avoir menti sous serment et par ailleurs au cœur d'un scandale à la sextape, a démissionné de ses fonctions. L'annonce de sa démission a été faite ce mardi par la présidence. Reportage. Au cœur d'un scandale à la sextape, le ministre sud-africain de l'Intérieur Malusi Gigaba a démissionné de ses fonctions. Dans sa lettre de démission, il justifiait son départ au nom de l'intérêt national et de celui du parti, et pour soulager le président d'une pression inutile et lui permettre de sauver le pays du naufrage économique. Par ailleurs, Malusi Gigaba avait été mise en cause en octobre par la médiatrice nationale, qui avait recommandé au chef de l'État de prendre des sanctions contre le ministre pour avoir menti sous serment devant un tribunal. Elle faisait référence au témoignage que Malusi Gigaba avait donné lors d'un procès en 2017 impliquant la puissante famille Oppenheimer. Ancien responsable des jeunes de l'ANC, Malusi Gigaba avait reconnu fin octobre qu'il avait été en 2017 la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant à la suite du piratage de son téléphone. Il avait exclu début novembre de démissionner, assurant avoir signalé l'affaire aux forces de l'ordre et aux services de renseignement. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir reçu la lettre de démission de Malusi Gigaba, un allié proche de l'ancien président Jacob Zuma, et l'avoir accepté dans un communiqué. En RDC, suite au revirement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui ont retiré leur signature d'un accord de l'opposition moins de 24 heures seulement après l'y avoir apposé, la fondation Kofi Annan qui a assuré la médiation de ces négociations a choisi de rendre public tous les engagements pris par les opposants à Genève. La fondation met aussi en exergue les sanctions qui seront appliquées en cas de rupture du contrat conclu avec les 6 autres opposants. Reportage. Rendre public un engagement formel pris par les 7 signataires était l'un des garde-fous prévus en cas de rupture de l'accord de Genève. Ainsi donc, au lendemain du retrait de Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et de Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise UNC de l'accord, la fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a décidé ce mardi de publier tous les documents négociés et signés par les 7 principaux leaders de l'opposition. Parmi ces textes publiés, il y a 7 lettres d'engagement. Comme les 5 autres signataires de l'accord de coalition de Genève sur une candidature commune, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient engagés sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord, y compris son préambule,
ainsi que tous les tests y afférents. En cas de non-respect de l'accord, les signataires se sont engagés à mettre fin à leur carrière politique, de se soumettre aussi à l'opprobre de la nation et la sanction de ses pairs. Un engagement particulièrement lourd de conséquences donc, que les 7 leaders de l'opposition avaient eux-mêmes choisi de rédiger et de signer. Les opposants Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont justifié leur départ par la pression de ce qu'ils appellent leur base politique. Une décision qui a du mal à passer auprès de certains Kinois qui ont décidé de voter pour l'opposition en décembre. En Guinée, des femmes de l'opposition sont descendues dans la rue ce mardi. Objectif, réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Voilà l'objectif poursuivi par les femmes de l'opposition républicaine en organisant ce mardi une manifestation pacifique en Guinée. Mais la manifestation a été stoppée au niveau de la Bellevue où les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestantes. Mais contrairement à la dernière manifestation des opposantes qui avait également été empêchée à Donka, cette fois plusieurs manifestantes ont été blessées. Cette marche intervient une semaine après la mort par balle de 2 personnes en marge d'une marche de l'opposition qui accuse le pouvoir de violation d'un accord sur l'installation des élus locaux après les élections locales du 4 février dernier. Selon les manifestantes, 101 personnes ont perdu la vie dans des manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Puis l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a commencé à Chicago un tour de 10 villes dans le cadre de la promotion de son livre. Le livre en question a été lancé ce mardi et intitulé Becoming. Reportage. Becoming, ainsi s'intitule le livre écrit par Michelle Obama et dont elle fait la promotion dans une dizaine de villes américaines. Dans ses mémoires, l'ancienne première dame des États-Unis confie ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt de la politique et l'impossibilité pour elle de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté de son mari. Je décris ça comme vivre dans un hôtel de luxe. Et vous avez un ascenseur qui vous emmène dans votre chambre et vous avez un couloir où tout se déroule. C'est l'étage central. Ce que vous voyez à la télé sur la Maison Blanche, l'étage de réception, ce n'est pas la résidence privée. C'est là que se déroulent les affaires officielles avec le salon rouge, dans le salon bleu, dans le salon vert et tous ces salons. Le salon Est, c'est l'étage des cérémonies. Je me souviens surtout de la façon dont nous avons vécu dans cette maison. On me demande si la Maison Blanche me manque. Et non, cette maison ne me manque pas parce que nous avons emporté avec nous ce qui était important. C'est la famille, les valeurs, l'amitié. Donc cette maison est belle et historique et c'était un honneur pour moi d'y vivre, mais c'est ceux qui y vivent qui font ce qu'elle est. Selon des extraits de son livre Becoming, Michelle Obama se dit surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le misogyne Trump plutôt qu'Hillary Clinton en 2016. Dans ses mémoires de 426 pages, l'avocate se livre aussi sur sa vie intime, évoquant sa fausse couche il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.